Si tu repasses les moments que tu as passés avec les équipes, s'il y a vraiment un moment qui sort du lot, ce serait lequel? Alors, rétrospectivement, je pense que c'est un moment qui s'aligne avec le déploiement aux US, Ouais. quand on a signé le New York Times. Ouais. On avait bossé comme des fous pendant tout l'été sur le sujet. Et avec différents rebondissements, différentes galères, etc. L'équipe s'était vraiment impliquée. Et voir toute la boîte s'aligner là-dessus à la fin, donc voir les sales signer le contrat et dire regardez les gars, on a réussi à signer quand même une des belles références aux US. C'était l'accomplissement de tout un tas d'efforts qu'on a mis en place depuis plusieurs mois. Et voir toute la boîte s'aligner là-dedans, c'était vraiment super. Ouais. Ouais. Comment ça va, Gilles? Très bien. Et toi? Super. T'as trouvé facilement les bureaux, tout ça? Très bien, ouais, c'est bien situé. Donc, Est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est OK pour toi? Ouais. OK, cool. Est-ce que tu as préparé l'entretien avant de venir ou pas du tout? Un petit peu, j'ai essayé. Un petit peu. Et du coup, est-ce que tu passes vraiment des entretiens RH chez Datadom? Genre, toi, tu es évalué en termes par des équipes RH ou pas? Alors, non. Non, je ne suis pas évalué par des équipes RH. C'est plutôt mon équipe qui va me juger au quotidien sur ce que je fais chez Datadom. Ouais. Vous avez le manager feedback? C'est ce genre de rituel? Non, on n'a pas. En fait, on l'a pas formalisé. Ça se fait un peu day to day avec les équipes. Pendant les one-on-one, on fait effectivement, je demande des feedbacks à l'équipe. Ok, cool. Alors Gilles, le but de cet entretien, c'est d'évaluer, de décider si tu re-signes pour 5 ans en tant que CTO chez Datadom. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oh, je suis prêt. Allons-y. C'est parti. Alors j'ai regardé ton CV avant de venir. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé, d'ailleurs. S'il y a 3 points absolument essentiels pour toi que je dois avoir en tête lors de cet entretien, ce serait lesquels? Sur mon CV? Ouais. Que je suis très passionné d'informatique. Voilà, que j'ai une carrière jusqu'à présent qui est un peu touche à tout. J'ai fait l'infra, j'ai fait du produit. J'ai évolué assez vite dans ma carrière aussi sur la partie management. Donc voilà, un bon background de manager avec un bon background technique. Ok, cool. Manager, technique. Et plutôt, ta première formation, effectivement, c'est l'informatique, du coup. Ouais, geek dans l'âme. Pourquoi tu as fait une formation en informatique au début, d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que j'ai beaucoup aimé ça depuis tout petit. Je suis partie des générations qui ont eu les premiers ordinateurs personnels à la maison. Donc, mordu dès le début, très jeux vidéo et très habitué, étant tout gamin, à aller bricoler le code de mes jeux pour arriver à les faire marcher. Donc voilà, je suis tombé dedans tout petit et naturellement, j'ai voulu faire de l'informatique plus tard, quoi. Et qu'est-ce qui t'oriente vers plus des métiers managers dans un second temps dans ta carrière? J'aime bien l'humain. En fait, être manager, c'est aussi avoir du levier sur les sujets et puis faire grandir les gens en même temps que les sujets. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, arriver à développer les compétences des gens, à les voir grandir, à les voir évoluer aussi au sein de l'entreprise. C'est quelque chose auquel j'ai pris goût dans ma carrière aussi. Ok, cool. Est-ce que tu peux pitcher Datadom? Tout à fait. Donc Datadom, c'est une solution de protection des sites web qui va, en fait, dont la mission est de débarrasser le web du trafic frauduleux. Donc tout ce qui est attaque de credential stuffing, ou aussi beaucoup les attaques de scalping qui ont été médiatisées récemment. Par exemple, les pénuries de stock sur les PS5, les cartes graphiques, ou même les paires de chaussures en limited edition. On va permettre de protéger de ces attaques-là et donc d'augmenter l'expérience utilisateur finale sur ces sites web. Du coup, les scalpers dans l'e-commerce, c'est des robots qui vont essayer d'acheter la paire de chaussures en premier, ça? C'est ça. C'est les gros rushs qu'il y a sur les produits limités. En fait, ce qu'ils vont faire, eux, c'est prendre du stock de ces produits-là et les vendre sur un marché parallèle. Avec un bénéfice, évidemment. Et ça, on veut pas parce que les vrais humains fidélisés, ils sont pas heureux, Il y a plein d'impacts à ça. Voilà. Il y a un impact pour les communautés de clients qui se disent OK, tous les produits rares, en fait, on les voit pas. Et il y a aussi un impact potentiellement sur les sites eux-mêmes parce qu'il y a des gens qui font des stocks et qui reshippent après les produits non écoulés à l'utilisateur de base, quoi. Comment t'as entendu parler de Datadom la première fois? Alors, moi, c'est sur LinkedIn. Je regardais à l'époque, je voulais bouger, chercher une nouvelle opportunité. Et donc, c'est sur LinkedIn, en fait, j'ai trouvé une offre d'emploi et je ne connaissais pas du tout Datadom. Et c'est en voyant le site de l'entreprise que j'ai découvert un peu. J'ai découvert les bots aussi, vraiment la partie menace des bots que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le business Datadom. Comment s'est passé le processus d'entretien, la rencontre, de manière générale, le processus de recrutement, il s'est passé comment pour toi?
Alors, moi, j'ai rejoint, c'était il y a plus de 4 ans maintenant. Et donc, le process, c'était la rencontre avec un des 2 co-founders qui est aujourd'hui notre PDG, Benjamin. Et donc, du coup, on a pris contact. Donc, c'était la RH externalisée à l'époque qui m'a sourcé. Un premier entretien avec la RH pour voir si je fitais bien sur le job. Et dès le deuxième entretien, c'était rencontre avec le fondateur et puis discussion de l'opportunité en elle-même. Voilà. Tu étais déjà en démarche de chercher à changer de poste? Tu avais regardé des annonces de manière générale sur de différentes boîtes, etc. Ouais, je commençais à regarder, ouais. Et tu avais d'autres opportunités en parallèle ou pas du tout? Alors, pas du tout. Ouais. Ça qui est très drôle, c'est que j'ai postulé à une offre qui était celle de Datadome et j'ai fait le process. Tu as fait le process, ok. Et est-ce qu'il y a un moment où il y a un élément déclencheur qui te convainc vraiment de venir bosser chez Datadome? Oui. C'est quand j'ai vu, en fait, il y avait des vidéos de présentation du business sur le site de la boîte, et j'ai vu l'interview de Benjamin qui expliquait les challenges de Datadome et puis la stack technique, etc. Et j'ai eu une sorte de révélation, on va dire. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment là que je vais aller bosser. Ça sent bon. Je trouvais que ça sentait très bon sur la vidéo, sur les choses que j'ai vues sur le site web, et le challenge m'intéressait beaucoup. Ouais. C'est le challenge. Comment tu réexpliques le challenge? Comment tu le reformules aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as retenu encore aujourd'hui, tu vois? En fait, pour moi, l'ambition, c'était la croissance de la boîte sur un marché qui était tout nouveau. Les bots, c'était encore assez nouveau à l'époque. Et la menace que ça représentait n'était pas encore tout à fait identifiée. On n'avait pas encore médiatisé toutes les choses que j'évoquais tout à l'heure. Et le marché est encore assez nouveau. Et l'enjeu cybersécurité, c'était déjà un marché qui fonctionnait bien, en forte croissance. Ouais. Donc c'est vraiment ce challenge-là d'allier une technologie détection automatique des robots avec de l'IA sur un marché nouveau et sur un marché surtout en forte croissance. Ouais, parce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout Datadome, vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes dans plusieurs pays? Oui. Donc aujourd'hui, on est 160. Ouais. On est répartis sur 3 bureaux, donc à New York, à Paris et à Singapour. Et on est présent mondialement. Et il y a 4 ans, vous étiez... En France, essentiellement sur les grosses références de e-commerce français. Ouais. On n'avait pas encore attaqué le marché américain, on n'avait pas encore les bureaux là-bas. Ouais. Et c'était vraiment une petite start-up de 20 personnes. Quoi. Petite start-up de 20 personnes, maintenant vous êtes 160, effectivement. On est depuis ce matin. Et on voit le moment des visios à 14h30, il y a des gens qui cherchent partout de la place. Et ouais, ça continue à grossir, effectivement. Ouais. Il y aurait de la place, enfin, il y aurait la possibilité d'avoir 4 fois plus de place, les gens seraient pas malheureux. Quoi. C'est ça. Ok. Tiens, c'est même intéressant. C'est intéressant dans l'absolu. Ton métier de CTO aujourd'hui, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton métier de CTO aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 4 ans, tu vois? Waouh, alors je vais devoir prendre un petit moment pour répondre à cette question. De manière générale, au quotidien, j'imagine que dans une boîte de 20 personnes, le quotidien du CTO, il change par rapport au quotidien du CTO dans une boîte de 160 personnes. Quoi. Complètement. Alors après, moi, je suis rejoint, j'étais pas CTO à l'époque, j'étais Head of Engineering. Donc j'étais en fait le premier manager dans l'équipe tech. On était 5 à l'époque. Donc du coup, ma valeur ajoutée initiale était plutôt sur la partie management et aussi sur la partie architecture technique. Mais c'est moi qui ai aidé à scaler l'équipe, à faire les premiers recrutements, à intégrer les premiers piliers techniques et à structurer en termes humains, équipe, tu vois, organisation, et en termes process, l'équipe tech. Alors le head of, tu as dit head of, c'est ça? Ouais, head of. Donc il y avait d'autres. Donc tu étais head of, mais tu étais le seul manager. Ouais. Ouais. Donc il y a eu des managers qui n'étaient pas head of ensuite? Oui. D'accord. On a déjà décrit du coup le métier de head of dans la vidéo de Florence Chabat. Et Florence a expliqué pour elle le head of, c'est quelqu'un qui donne du sens aux managers, donc il va faire le lien entre les managers et la direction et la gouvernance. Ça, c'est quelque chose où tu te reconnais? Oui. Quand je suis arrivé, en fait, on avait une personne par sujet, on va dire, qui sont devenues des équipes derrière. Et effectivement, moi j'ai mis en place les premiers process de gestion de projet, les process de recrutement aussi, les industrialiser pour qu'on arrive à sourcer dans les différents métiers. Et donc promouvoir les premiers managers. Et effectivement, donc c'est pas exactement cette fiche de poste que tu viens d'écrire que j'ai eue quand je suis arrivé. J'ai plus une fiche de poste de manager, mais qui s'est très 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 vite transformée en head of, puisqu'on a structuré l'équipe très très vite. Le recrutement a vraiment explosé à ce moment-là. Et très vite, on est arrivé avec une équipe de 20 personnes, on a dû commencer à structurer beaucoup plus. Et qu'est-ce qui change entre la fiche de poste du head of et la fiche de poste de CTO? Je dirais bien la fiche de poste de VP que j'ai occupée entre les deux. C'est vrai? Oui. Comment correspond à la fiche de poste de VP? Le VP, en fait, tu as un passage à l'échelle. Tu vois, tu deviens manager de manager, vraiment, et tu commences à avoir des couches de management encore en dessous. Donc tu es N+2, N+3 potentiellement. Ouais.
avec un focus beaucoup plus organisationnel et management toujours. Ce qui a changé quand je suis passé CTO, c'est j'ai repris cette dimension un peu plus orientée business, où ma visibilité elle a débordé beaucoup plus de la tech. J'ai beaucoup plus discuté avec les sales, avec les différentes organisations autour de la tech, et pour donner plus de poids à la tech, argumenter aussi la valeur de la tech auprès des autres équipes, et insérer la tech dans un plus grand tout qui est le business. Donc ce que ça a donné aussi aux équipes, c'est que j'ai pu leur apporter beaucoup plus de contexte et d'argumentaire au niveau du business, au day-to-day. Pas leur dire, voilà, on va faire une solution technique pour se faire plaisir et over-engineer la solution, mais dire, on fait une solution technique pour répondre à un besoin client précis ou un besoin du marché précis. Est-ce que ça se concrétise par un rôle dans la gouvernance de la société aussi ? Complètement. Une présence au CODIR et un rôle, oui, effectivement, dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup plus de poids et je participe à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise maintenant. Et pour revenir au terre-à-terre, du coup, ton quotidien aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Comment tu découpes ton temps ? Une semaine peut-être ? Alors, j'ai une charge de travail assez importante, donc ce qui change beaucoup, c'est les arbitrages sur les priorités. C'est-à-dire que je peux pas uniquement subir les demandes ou les tâches. Je suis vraiment obligé de m'organiser et d'allouer du temps, surtout pour moi et pour l'équipe, pour dire voilà, j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour arriver à structurer le plan de l'équipe aussi et leur donner de la visibilité et du contexte. Et aussi avec l'équipe pour répondre à leurs besoins aussi, leurs demandes au quotidien. Et tes rapports directs, ça va être uniquement les VP et les head-off ? Ouais. Mes direct reports, ça c'est le top management de la tech. Okay. Donc c'est les chefs d'équipe sur les grands pôles, par exemple l'infrastructure ou la partie recherche. Ça t'en fait combien de one-one par semaine ? Ça me fait 6 direct reports actuellement. Ça en fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, ça va. J'ai connu pire dans les phases de scaling. Arrivé à entre 15 et 20 direct reports, là tu fais plus que ça, tu vois. Ouais. Mais en dessous de 10, à peu près entre 5 et 10, franchement, c'est confort. Entre 5 et 10, c'est confort. J'ai interviewé une fois un CTO qui n'avait qu'un seul direct report. Thomas Serqueux n'a qu'un seul direct report, c'est son VP off. Ah voilà, donc il a un VP. Ouais. Moi, j'en ai pas, effectivement. J'ai choisi une organisation différente vu que j'étais VP avant. Ouais. Donc je garde un fort impact sur la partie organisationnelle et managériale, effectivement. C'est important pour toi, du coup, qu'il y ait une certaine horizontalité, qu'on ne rajoute pas des strates sur des strates ? C'est des organisations différentes. Ouais. Tu vois, tu as le modèle de CTO qui va être très fort, on va dire, techniquement, et pouvoir poker dans son coin, avoir une force de frappe aussi dans son coin pour pouvoir maqueter des projets, défricher les sujets techniques. Moi, j'ai choisi de le ventiler. Je sais faire ça aussi, mais j'ai choisi de le ventiler dans les équipes en dessous pour les faire un peu plus monter en puissance sur l'expertise technique et la décision technique. Donc, je suis moins, tu vois, force de proposition très poussée et visionnaire fort sur la technique. Je viens plus organiser une décision collective avec le top management technique et décider à la fin, évidemment, et plutôt les challenger sur la décision. C'est important pour toi d'empouvoirer les équipes, leur donner une capacité d'initiative, quoi. Ouais, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus aussi. C'est moi qui les ai recrutés historiquement. Et c'est un peu la promesse aussi de grandir dans la boîte à mesure que la boîte grossit. Du coup, la question que je veux te poser là ici, c'est d'après toi, dans les 5 années à venir, le CTO de Datadom, il doit présenter quoi comme qualité indispensable, quoi ? Être visionnaire technique, oui, évidemment. Donc garder cette force de challenge et ce leadership technique. Arriver à anticiper beaucoup aussi sur le marché. C'est un marché qui évolue très vite et avec des menaces qui évoluent beaucoup dans le temps. Donc arriver à bien garder cette observation du monde extérieur, des menaces du monde extérieur, et avoir un très bon réseau aussi à l'extérieur en termes de communauté cybersec, notamment en France et en Europe. Et tu dirais que c'est 3 qualités que tu as, toi. C'est quoi tes 3 qualités et tes 3 défauts ? Je déteste parler de moi, donc c'est une question compliquée. Et en bon tech, j'aurais tendance à lister mes défauts principalement plutôt que mes qualités. Préférer les problèmes. Mes défauts, je dirais, c'est d'arriver à gérer efficacement mon temps, à bien allouer mon temps justement entre le fait, en étant technicien, de vouloir défricher la technique et s'intéresser au sujet technique, voire très profondément, versus arriver à bien garder calculer sa valeur pour l'entreprise et dire des fois, il ne faut pas que j'aille trop dans le détail et je me focalise plutôt sur un problème de haut niveau. Donc voilà, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ouais, c'est un écueil. C'est ça. Mais c'est on va dire un compromis au quotidien qui est compliqué à gérer. Je ne sais pas si un CTO arrive à bien le faire dans le monde,
Mais c'est une gestion de sa valeur qui est compliquée. Ouais. C'est pour ça que tu veux recruter avec des gens qui... c'est pour ça que tu veux travailler avec des gens qui aiment aller en profondeur dans les choses. Ouais, pour leur donner du focus et qu'ils aient vraiment leur scope et qu'ils aillent jusqu'au bout des choses. Et c'est aussi parce que tu as besoin de leur déléguer cette chose que tu n'as pas le temps de faire. Quoi. C'est ça. Donc là, on est dans une phase de croissance où je préfère qu'ils me donnent la visibilité macro. Donc on est en phase d'élaboration des bons KPI, etc. Et que je m'interdise, entre guillemets, d'aller dans le détail. Sachant qu'étant historique dans la boîte, je connais bien les sujets et j'ai contribué à tout un ensemble de sujets. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment, où tu as été indispensable chez Datadom ? Genre, il y a eu un moment critique et le fait que tu sois là, ça a fait la différence, quoi. Ouais, je dirais depuis que je suis là. Depuis que je suis là, on avait des challenges d'architecture quand je suis arrivé avec une stack qui était très monolithique. Et donc, on a complètement refondu depuis. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je ne veux pas recréer ce pattern avec un VP qui est très fort dans les effectifs et avoir plutôt une responsabilité qui est diffusée dans les équipes pour éviter d'avoir quelqu'un sur qui repose tout, en fait. Ouais, quelqu'un qui prend toutes les décisions d'architecture. C'est ça. Et ton défi, ton enjeu, ou ce que tu as accompli sur les 4 dernières années, c'est d'arriver à créer une vraie conversation technique. Ouais. Où tout le monde peut participer, où la gouvernance technique finalement elle est distribuée, quoi. C'est ça, sans que ce soit non plus le boxon et qu'il y ait pas de décision. Donc arriver à garder cette capacité à collecter les idées des différents intervenants en décidant vite et en s'engageant dans la décision. Si quelqu'un n'est pas d'accord à 100% sur une décision, il va pas dire ok, je vous l'avais dit, si on se trompe, il va dire ok, j'assume, on y va, et si on se plante, on se plantera collectivement. Voilà. Comment tu trouves du sens aujourd'hui au travail chez Datadom ? Alors, c'est assez facile parce qu'on a en fait le business dans lequel on travaille, il est assez concret. Et c'est quelque chose au début que je trouve assez virtuel, tu vois, la cybersec et les menaces qui venaient du web. Et quand j'ai rejoint l'entreprise, j'ai vu que c'était concret, il y avait de l'argent derrière, il y avait des gens qui étaient frustrés de ne pas avoir leurs produits, des problèmes d'infrastructure qui souffraient ou des sites qui tombaient, qui n'étaient plus à dispo à cause de ça. Donc c'est assez, en tant que technicien, c'est assez valorisant au quotidien de travailler sur un sujet qui est en constante évolution et de avoir ce levier directement visible chez les clients. Et je suis très content aussi de voir des utilisateurs finaux dire ok, on a une expérience utilisateur qui est bien meilleure qu'avant. Voir que les comptes des utilisateurs sont sécurisés, parce qu'on a beaucoup de leaks là, sur les comptes avec du credential stuffing. Savoir que nous on les sécurise et qu'on les prévient de ces attaques-là, donc d'avoir des données personnelles qui fuitent sur le dark web, c'est jamais une bonne surprise. Donc voilà, contribuer à ça, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui me fait lever le matin. Ouais. La sécurité des utilisateurs finaux, des clients. Ok. Parce qu'en fait, au final, il y a plusieurs outils dans la solution de Datadom. C'est pas, on vous installe comme Cloudflare devant le cache web, mais il y a d'autres outils que vous installez en plus, non ? Que Datadom ou au sein de Datadom ? Datadom dans la solution. Moi, en tant que patron de site web, je suis patron de site web. Je vais installer Datadom en proxy devant mes serveurs web, c'est ça ? Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, tu l'installes sur un élément de ta stack. Donc, c'est un agent. Ouais, c'est un agent que tu viens brancher sur ton load balancer ou sur ton cache ou ça suivant les composants. C'est un observateur dans le SOC ? Non, en fait, il vient agir sur le trafic vraiment. Ouais. Donc, imagine ta chaîne de traitement de tes requêtes HTTP, il vient se brancher dessus quelque part, à ton choix, suivant les modules que tu choisis d'installer. Et là, on va prendre une empreinte de ta requête, pas toute ta requête, et on vient en générer un payload qu'on va envoyer pour analyse sur nos serveurs. Donc, on voit ça vraiment comme une empreinte. Notre composant en fait, de layer 1 va prendre cette empreinte, l'analyser en moins de 3 millisecondes et dire à ton back sur lequel tu l'as installé, c'est un bot, il faut le bloquer, ou c'est un trafic humain, dans ce cas-là, tu peux continuer à l'origine. L'empreinte est suffisante pour détecter des patterns sans avoir accès aux données. Exactement. Donc on n'a pas les données de mot de passe, on n'a pas toutes ces données confidentielles dedans. On a toute une politique de collecte et de gestion de la donnée qu'on documente auprès de nos clients aussi, qui est conforme au RGPD. Ouais. Donc on est très sensible à ça. La donnée ne se balade pas non plus partout chez des sortes parties, etc. Donc on est très propre sur ce niveau-là et très efficace aussi sur la détection. Il faut bien garder en tête que cet aller-retour sur nos serveurs, il est bloquant pour la chaîne de traitement HTTP de nos clients. Donc on a des enjeux de performance et de latence qui sont très dimensionnants pour nous. Vous avez eu des enjeux aussi à passer des certifications de sécurité ou pour aller chercher des nouveaux clients, des clients, surtout les clients américains, j'imagine, ils ont des exigences. Ouais. Plus gros, on va dire, et notamment aux US, effectivement. Donc on a mis en place une certification SOC 2
et qui a été un changement considérable qu'on n'aurait pas pu faire, je pense, dans les early stage, parce que tu es plutôt allé vite à l'époque. Là, on l'a mis en place à un niveau de maturité qu'on a jugé suffisant, donc pour pas perdre en vélocité, donc avoir des effectifs suffisants pour arriver à absorber la charge de travail liée à l'intégration de SOC 2. Et donc, on a fait SOC de type 1, et là, on est en finalisation de SOC de type 2 actuellement. En vrai, c'est un gros morceau, SOC 2. On en a parlé avec Pierre de Botify. Ouais. Et effectivement, c'était un chantier. C'est un chantier qui prend quasiment 1 an, non ? Nous, c'est ça, ouais. SOC de type 1, on l'a fait l'an passé. Là, tu vois, on est en train de finir SOC de type 2. Donc, tu vois, la partie assessment d'un côté, puis après, la partie vraiment certification, aller revoir dans les logs, etc. Pour le type 2. Mais c'est hyper valorisant parce qu'une fois que tu as mis ça en place, en fait, tu coches plein de cases sur des questionnaires clients ou même des engagements partenaires. Nous, ça a été le cas pour AWS. Ça nous a permis de valider des certifs sécurité aussi dans le partenariat pour AWS. Ouais, clairement, ça vous donne accès à un marché. Hein. Exactement. Mais c'est pas que SOC 2 aussi. Ça, comme tu as mis en place après une démarche sécurité au sein de ta boîte, ça t'ouvre plein de perspectives par la suite. Est-ce que ça, c'était un objectif important pour Datadom ? Est-ce qu'il y en a d'autres, des objectifs à moyen long terme à atteindre ? Alors oui, donc SOC 2, c'était un objectif on va dire, qui va déverrouiller le business. On a aussi des objectifs de partenariat avec des big players comme je l'évoquais tout à l'heure AWS pour arriver à s'intégrer dans leur marketplace et donc fournir des intégrations plus clés en main pour nos clients, voire même de faciliter des fois leur billing comme c'est le cas pour les cloud providers. Ouais. Ça c'est un enjeu effectivement aussi ça rapprocher on va dire des fournisseurs d'infrastructures majeurs du marché. Il y a aussi un enjeu de développement à l'international. Donc on l'a commencé avec les US déjà avec un très bon succès. Et on va continuer à se développer aussi en Europe, effectivement, et en Asie. Ouais, Marie nous disait vous êtes 45 personnes aux États-Unis maintenant. Ouais, et du coup, aux États-Unis, c'est principalement des solution engineers que vous recrutez, ça ? Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont customer facing. Ouais. À la tech, on a recruté un petit peu, mais de façon très limitée, parce qu'on voulait éviter le multi-time zone pour l'organisation des équipes. On a recruté aussi des populations qui étaient un peu plus customer facing. Donc les équipes SOC, vraiment, qui vont analyser le trafic, et qui sont sujets à la proximité des clients, donc on voulait les rapprocher en termes de time zone, et les équipes aussi qui sont en charge de l'intégration. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes passé en anglais complètement ? Ou est-ce que vous avez existé en français avant ? Parce que j'ai essayé de socialiser ce midi avec tes collègues, l'anglais m'a fatigué spontanément. Il y a un moment où vous êtes passé à l'anglais complètement ? Ouais, à peu près, un peu après que je sois arrivé dans les effectifs, il y a, on va dire, 3 ans et demi, 4 ans. On a commencé à intégrer effectivement de plus en plus de personnel anglophone. Il y en avait déjà quand je suis arrivé. Depuis le début, je pense qu'il y a eu des personnes anglophones. Mais il y a eu un passage où on a dit OK, maintenant c'est par défaut en anglais, effectivement. Ouais, parce que vous avez commencé à recruter des gens qui ne parlaient pas français, quoi. Ouais. Ça, il y avait déjà, à l'époque où tu es arrivé, il y avait déjà des gens qui ne parlaient pas français du tout. Ouais. Quelques personnes, mais on n'était pas beaucoup. Donc voilà. Ouais, mais en fait, déjà à 20. Déjà avant, c'est un truc, quoi. Oui, j'ai un pourcentage non négligeable de l'entreprise. Ouais. Et effectivement, passé un cap, on s'est dit, voilà, de toute façon, on veut aller vers les US. Et puis, il y a beaucoup de cultures différentes, on va dire, chez Datadom, donc on va parler en anglais par défaut. On a parlé un peu de la stack, mais est-ce que tu sais dire, tu pourrais décrire c'est quoi la stack de Datadom pour les ingénieurs qui travaillent chez vous ? Bien sûr, c'est facile et compliqué à la fois. Facile parce que les technos sont plutôt state of the art. Compliqué parce qu'en fait on est présent sur tout un tas de problématiques différentes. Ouais. Donc on a d'une part toute la partie qui va collecter le trafic chez nos clients, donc client-side et server-side. Donc c'est des technos mobiles par exemple pour le SDK, donc iOS, Android. Et on supporte tous les frameworks du marché sur ce sujet-là. Pareil pour les techno-back, en fait, on supporte l'ensemble des gros frameworks du marché pour les stacks web. Ouais. Donc du coup, plutôt des profils, on va dire, back, plutôt web back. Et ensuite, on a toute la partie qui va analyser la donnée. Ici, on a des profils beaucoup plus back-end, des ingénieurs Java et Scala, qui vont avoir pour objectif de crawler de la donnée de façon très efficace et à l'échelle. Donc sur des milliards de requêtes qu'on a par jour, arriver à l'analyser en temps réel en moins de 3 millisecondes. Ouais. Sur notre layer 1, et après pour l'analyse comportementale en quelques millisecondes. Donc il y a un enjeu fort de back et de scalabilité. Ensuite, on a des data scientists et des data analysts qui vont s'occuper vraiment de la partie traiter la donnée et donner de la valeur business à la donnée, donc détecter des bots en gros. Ouais. Et à la fin, on a aussi des profils web purs qui vont designer le produit web, donc le dashboard qu'on expose à nos clients,
pour qu'ils agissent sur le trafic et qu'ils voient le trafic qu'on analyse aussi. Je suis en train de réfléchir. En 3 millisecondes, on n'a pas le temps de faire tourner un modèle entraîné. On va chercher sur un index pour reconnaître. Et non, on peut faire un peu de tout. Ouais. Le gros enjeu en fait en 3 millisecondes, c'est que tu peux pas mettre de la donnée sur un storage externe. Ouais. Même un Redis, en fait, ça va être beaucoup trop lent pour arriver à aller chercher la donnée. Donc, tu as un enjeu de montée en mémoire en fait, qui est très important. Mais tu peux, on arrive à le faire, en tout cas, nous, à arriver à matcher des modèles en ce temps-là. Du coup, c'est ça. Donc, il y a un index en mémoire, on match sur cet index. C'est ça. Mais on va pas, en 3 millisecondes, on fait pas tourner un réseau de neurones, quoi. On le fait pas, mais on a des modèles de machine learning qui tournent aussi, qui qualifient, qui scorent la donnée en très peu de temps. Oui, ok. Mais on n'entraîne pas la donnée, effectivement, en 3 millisecondes, c'est sûr. Je suis assez d'accord. À quoi ça ressemble, du coup, le premier jour d'un dev back chez vous ? Alors, chez nous... Est-ce qu'il installe sa machine il installe sa machine, oui, voilà, il passe à l'IT, il récupère sa bécane et il va l'installer. Et assez vite, en fait, il va avoir les accès qui lui sont nécessaires, qui sont gérés par équipe pour qu'il puisse travailler. Donc, il va checker ses accès sur tout ce qui est partie tu vois, RH, organisation, etc. et avoir ses premiers repositories GitHub sur lesquels il peut bosser. On a un process d'onboarding où ce qu'on demande à toutes les équipes, c'est d'installer la solution. C'est-à-dire, il crée un petit site web, donc on a un petit tuto, il crée un site web, il installe le module dessus, et le but, ça va être de tester l'envoi de trafic sur son site et voir comment il peut se faire bloquer, comment la solution le bloque, potentiellement pouvoir jouer un petit peu avec selon les équipes, essayer de contourner la solution pour voir s'il peut arriver à passer entre les mailles. S'il déclenche avec sa machine un page benchmark sur son site web, ça va être détecté. C'est ça. Ok. C'est la première façon de faire passer en rouge son site web. C'est de faire un test de charge soi-même, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, il peut, en faisant ça, il se rend compte que les scripts de test, par exemple, qu'il va coder, ils vont être bloqués par défaut si jamais il ne fait pas quelque chose. Ouais. Et donc, de voir, en fait, de comprendre cet aspect faux positif, faux négatif aussi qu'a chez nos clients pour dire il y a des automates qui sont légitimes et qu'on veut voir passer. Donc, c'est ça. Parce que ça ressemble à quoi un bot légitime, en fait ? Googlebot, un bot d'indexation, si tu le bloques, t'es bien mal pour ton site web, t'es plus indexé. Donc ça, c'est un des bots qui est monitoré assez finement par nos clients, sachant que Google rigole pas là-dessus. Si le Googlebot est bloqué, t'as vite un mail qui te dit faut le débloquer rapidement. Sur quoi tu vas être désindexé. Mais nous, même s'il y a juste une page qui est lente, ils nous envoient un mail. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le deuxième critère aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on alourdisse le temps de réponse des sites web. Notamment, on a un tag JavaScript qui vient s'insérer sur les pages web. On a un gros enjeu pour nous d'optimiser sa performance aussi pour qu'il soit transparent pour ces automates-là. Il n'est pas bloqué par les adblockers, etc., ce tag ? Non, il y a certains adblockers sur des modes agressifs qui le bloquent. Parce qu'on a discuté avec la communauté des adblockers qui nous ont dit voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on préfère le bloquer. Donc on sait que vous êtes une solution de cybersec, mais pour le bien de nos utilisateurs, ce que je comprends tout à fait en tant qu'individu, on préfère le bloquer. Donc voilà, après on a d'autres façons de l'insérer dans les pages web qui n'est pas bloqué par les adblockers et qui est tout à fait légitime et qui est dans ce cas-là qui est un peu plus à la charge de nos clients. Donc le premier jour, un développeur qui arrive, le premier jour, il fait sa mise en situation, son POC lui-même, ou ça prend déjà 2-3 jours de faire ça ? Premier jour. Un jour, alors ça dépend de la vélocité des gens qu'on intègre, mais le premier jour, il a intégré. C'est la promesse aussi d'installation rapide de notre solution. Et on prend un module qui est très simple à installer, qui est un module Node.js. Et moi, si j'arrive chez vous, à quel moment je peux release à quel moment mon code part en prod ? Est-ce qu'on le met en prod tous les jours ? Est-ce qu'on le met en prod toutes les semaines, toutes les 3 semaines ? Alors pour être complètement transparent, on a des gens qui nous ont rejoints, qui ont livré en prod leur premier gros changement au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours. Les plus tard, je dirais, ça serait les premières semaines, au plus tard vraiment le premier mois pour les changements très très impactants sur le moteur. Mais voilà, pour le SDK, je sais que les gens qui nous ont rejoints, au bout de 2 jours, ils avaient réalisé leur premier... un manager, au bout d'un mois, il peut demander déjà s'il n'y a rien qui est parti en prod, il se pose une question. D'accord. Complètement. Toujours aujourd'hui, en 15 jours, on sait si quelqu'un fit bien dans le job ou s'il y a un problème de performance, tu vois, où il fit pas bien, quoi. Alors, imaginons justement, tu es dans ta vie sociale, tu es à une soirée avec des amis, et on te présente un ou une techos qui a 8-10 ans d'expérience avec... cette combinaison, tu m'as expliqué, c'est quelqu'un qui aurait bossé une expérience significative en cybersécurité et en même temps la compétence hard en back-end. C'est ça. Chez vous. Le back-end, c'est du Java, c'est du Python. Java Scala. Ok. Donc quelqu'un qui avait du Java, qui a une compétence en cybersécurité. Il faut vraiment que cette personne-là, tu lui parles de Datadom et tu arrives à la convaincre de venir en entretien chez vous. C'est quoi les arguments que tu utilises pour convaincre finalement un proche, un ami de venir, quoi ? Franchement, la perf.
Alors, le challenge autour de la perf, c'est ce qui a attiré beaucoup des gens qui sont chez nous aujourd'hui. Dire voilà, on a un enjeu de traiter des milliards de requêtes HTTP par jour, et il faut le faire dans un temps très court, du coup. C'est un challenge en fait que tu retrouves peu dans le milieu aujourd'hui. Cet enjeu de crawler beaucoup de données mondialement et de répondre très très vite et très finement, parce qu'on ne peut pas non plus bloquer du trafic humain. Donc voilà, je mettrai en avant la partie perf et puis après, parce que j'évoquais tout à l'heure, l'impact vrai qu'on a sur le trafic web. Et alors du coup, s'il y a un projet qui est marquant, tu vois, qui est, j'ai envie de dire, iconique pour toi chez Datadom sur ces dernières années, ce serait un projet de performance aussi ou pas ? Ouais, je dirais c'est plutôt... il y a 2 projets majeurs. Je dirais le premier, c'est la perf. Effectivement, donc dire on réduit, on continue de scaler comme on le fait aujourd'hui sans dégradation de qualité et de perf. L'autre enjeu, c'est d'arriver à utiliser notre moteur qu'on a codé historiquement pour le rendre de plus en plus orienté business. C'est-à-dire lui faire mieux cibler les menaces qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, dire notre moteur qui analyse aujourd'hui le trafic pour bloquer des scrappers, arriver à le spécialiser pour qu'il analyse plus finement les requêtes qu'on doit bloquer au moment du login. Ouais. C'est-à-dire le modèle aujourd'hui, il n'est pas forcément spécialisé sur du retail. Tu voudrais que demain, il y ait une version du modèle qui soit entraînée spécifiquement pour les sites retail. C'est ça. Et il y a 2 enjeux là-dessus. C'est d'abord arriver à splitter les données pour arriver à les envoyer dans des canaux d'analyse qui soient dédiés à ce business-là. Et dans un deuxième temps, après, faire avec aussi les enjeux du business. Les temps de réponse, peut-être, peuvent être plus ou moins lents suivant l'enjeu. Et du coup, si on ralentit un peu le temps de réponse, on peut aussi faire des analyses beaucoup plus fines. Donc c'est le cas par exemple du login. Le login, tu ne vas pas pester si jamais tu as une demi-seconde de latence sur ton login. Par contre, sur ta page produit, si tu as une demi-seconde de latence, tu peux pester. Ouais, je comprends. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu es content d'avoir accompli chez Datadom sur les dernières années ? Je dirais le scaling de l'équipe. Ouais. Arriver à avoir gardé un peu, enfin même beaucoup de cet esprit des early stage, où on va se challenger beaucoup. On a gardé aussi cette agilité du début, en ayant un cadre un peu plus rigoureux et en faisant un peu plus à l'état de l'art, en ayant une équipe qui est scalée, en ayant très très peu de turnover dans les équipes, donc des gens qui s'épanouissent. Donc je suis content de voir l'équipe grossir comme ça, avec des gens qui sont heureux, tu as vu tout à l'heure dans les locaux. Ouais. Et qui s'épanouissent au travail aujourd'hui. Mais justement, là, c'est une curiosité par rapport à ton parcours. L'esprit start-up, petite équipe méga agile, tu l'as trouvé dans ton passé qui était plutôt industriel ? Ouais, parce que c'est pas parce que tu es dans une grosse boîte avec potentiellement des process en place, avec des contraintes de grosse boîte qu'on n'imagine pas aujourd'hui ici, que tu n'as pas cet esprit un peu plus entrepreneur et que tu ne te challenges pas. Et justement, ces profils dans les grosses boîtes qui vont challenger le status quo, qui vont essayer de faire bouger les choses, en fait, c'est un esprit que tu peux répliquer après dans une plus petite boîte. Et spontanément, ce serait quoi le meilleur moment qui te vient à l'esprit si tu repasses les moments que tu as passés avec les équipes, s'il y a vraiment un moment qui sort du lot, ce serait lequel ? Alors, rétrospectivement, je pense que c'est un moment qui s'aligne avec le déploiement aux US, quand on a signé le New York Times. Ouais. On avait bossé comme des fous pendant tout l'été sur le sujet. Et avec différents rebondissements, différentes galères, etc. L'équipe s'était vraiment impliquée. Et voir toute la boîte s'aligner là-dessus à la fin, donc voir les sales signer le contrat et dire « Regardez les gars, on a réussi à signer quand même une des belles références aux US », c'était l'accomplissement de tout un tas d'efforts qu'on a mis en place depuis plusieurs mois. Et voir toute la boîte s'aligner là-dedans, c'était vraiment super. Ouais. Parce que c'est le genre de vente où c'est un peu plus que de la vente, quoi. Il faut préparer de la documentation. Il y a l'infrastructure, on n'avait pas tous les serveurs en place. Ils nous avaient beaucoup challengé sur les latences aussi aux US. Et on a mis en place donc, différentes nouvelles infrastructures aux US pour arriver à bien minimiser les latences, notamment pour le Times. Qu'est-ce qui va changer dans la tech, de manière générale, dans la tech, j'ai envie de dire, dans le monde des startups, dans l'univers, dans l'écosystème technique dans lequel on évolue, tu vois. Qu'est-ce qui va changer dans l'IT en 2023 d'après toi ? Ah, donc je peux rebondir sur ta question d'avant. Effectivement, je changerai la situation économique mondiale actuelle. Voilà, donc quitte à avoir une baguette magique. Mais c'est quelque chose, effectivement, il y a un gros enjeu actuellement dans la tech mondiale, notamment aux US, sur l'état de l'économie.
avec beaucoup de layoffs, tu as vu. Ouais. Donc, je pense que ce qui va changer là, c'est beaucoup des entreprises avec lesquelles on bosse vont rationaliser beaucoup plus leurs coûts. Et dans ce cadre-là, la cybersécurité, tu vois, des fois on se dit la sécurité, c'est parmi les grands enjeux business, c'est un nice to have. Je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment devenir un must have. Et on l'a eu chez plusieurs de nos clients qui nous ont dit pour des enjeux d'argent, on va réduire le scope de la solution, voire la désinstaller. Ils reviennent 2 mois plus tard en disant c'est pas possible. En fait, il y a un vrai enjeu de ROI à mettre en place des solutions de sécurité aujourd'hui. C'est plus cher de gérer les problèmes de sécurité après. Exactement. Que de pas les avoir en avant. Et c'est marrant parce que du coup, on a un passif de ça. On le sait maintenant, on s'est avéré. Et je pense que la sécurité, elle devient de plus en plus, va devenir du nice to have un vraiment must have. Quoi. Ouais, donc baguette magique, c'est vraiment la sécu dans le monde entier. Les clients, ils savent que c'est vraiment le premier truc à mettre en place. On les installe pas. Quoi. Ouais. Et il y a 2 ans, je t'aurais dit, ça serait d'être capable de sensibiliser les gens, l'écosystème, aux enjeux de sécurité. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de le faire. Ils sont hyper convaincus. Ils viennent nous voir en disant on a un problème. À quoi va ressembler, à quoi tu voudrais que Datadom ressemble dans 5 ans? Justement, après la baguette magique, j'imagine. Déjà, vous n'avez plus les mêmes locaux, vous êtes dans de nouveaux locaux. C'est quoi les nouveaux locaux de Datadom dans 5 ans déjà? Je dirais c'est pas les locaux que parisiens ou que new-yorkais, ou que Singapour. Ouais. C'est une présence avec des bureaux un peu plus présents mondialement. Donc distribués beaucoup plus aux US et en Asie et en Europe notamment. Je pense qu'il y aura des nouvelles locations, des nouvelles villes ouvertes. Ouais, je pense. C'est quoi pour toi les 2 villes que tu es... j'ai pas envie de te dire les 2 villes qu'il faut absolument ouvrir, mais les villes où tu serais excité qu'il y ait une ouverture, tu vois. Toi, personnellement, tu as envie d'y aller, tu vois, tu as envie d'aller les voir. Moi j'ai déjà bien voyagé dans ma vie, donc voilà. Non, je serais ravi qu'on ait une autre ouverture de bureau aux US, par exemple plutôt West Coast, et plus en Europe, peut-être en Europe centrale, tu vois, je sais pas, Allemagne, Pologne. Prague, ouais, c'est une très belle ville, Prague, c'est magnifique. En vrai, pour la tech, Prague, c'est assez central, effectivement. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits chouettes dans le centre de l'Europe pour la tech. Et là, tu vois, je te réponds en parlant du cœur et puis aussi business aussi, en optimisant la présence mondiale, ça serait effectivement pour moi de belles locations. Quand on dit Europe centrale, quand même, il n'y a que Prague, sinon on dit Europe de l'Est pour le reste à droite. Sinon, tu m'aurais dit l'Allemagne. Oui. Effectivement, ok. Et ouais, donc au-delà de ces nouveaux locaux, qu'est-ce qui a changé chez Datadom d'ici 5 ans? Déjà, vous êtes combien aussi, peut-être, par exemple? Dans 5 ans, si on suit le trend actuel, on serait 4-5 fois plus. Ouais. On serait, donc, je dirais, beaucoup plus distribué encore qu'aujourd'hui. Alors, si vous continuez sur une croissance exponentielle, dans 5 ans, vous êtes un millier. Hein. Oui, voilà, non, je parle linéaire, tu vois, en restant les pieds sur terre. Mais on est bien parti pour effectivement aujourd'hui. Et pour moi, on sécuriserait beaucoup plus aussi de sites web dans le monde. Et pour moi, on serait la solution de base, tu vois, de sécurisation d'un site web, au sens où tu ne peux pas sortir un site web sans avoir une solution activée Datadom pour te protéger. Ouais, ce serait donc du coup, ce serait toucher aussi le marché classique B2C, quoi. Potentiellement, ouais. Potentiellement. Tu voudrais que les gens avec un site perso, ils se protègent avec Datadom aujourd'hui? Ouais, je rêverais qu'on protège un Wikipédia, tu vois, ou aussi des sites non commerciaux, parce qu'ils ont des enjeux aussi de cybersécurité. Ouais, donc ça, c'est protéger les sites grand public des ministères publics? Potentiellement, oui. Ouais, ok. Ce genre de choses d'accomplissement pour toi, c'est un peu plus que des milestones, c'est des choses ça donne du sens à la société. Ouais, tu vois, sécuriser un Wikipédia, par exemple, je pense qu'on aurait la même émotion que quand on a signé le New York Times. Ouais, ok, cool. C'est-à-dire que c'est des choses qui rendent service à tes proches tous les jours, quoi. C'est ça, qui sont concrètes et qui effectivement permettent de nettoyer le trafic frauduleux du web. Après Amazon Marketplace, j'imagine Amazon le site web tout court. C'est chaud. Ils ont des équipes en interne. Ouais, ils ont des équipes, ils ont la manpower, on les connaît minimum Amazon, donc ils ont une solution maison en place, donc je pense que c'est... Est-ce que tu as déjà lu, il y a un ingénieur de chez Amazon qui disait qu'il mettait des timers pour ralentir les services chez Amazon. Ah ouais, je savais pas. Et comme ça, quand ça va pas bien, il les enlève et les gens se rendent pas compte qu'il y avait des problèmes en prod. C'est que sur le web, hein, pas chez AWS. Ouais, je sais, mais c'est 2 équipes séparées. Donc, Parce que chez AWS, ils faisaient ça, vu qu'on payait à la seconde, ce serait pas pareil. Ok, ouais. Ça serait pas tout à fait honnête. Je voudrais bien comprendre aussi comment tu expliques l'enjeu des techs chez Datadom. Donc, mise en situation, imaginons que la DRH de Datadom, dans le staff plan, elles veulent enlever 20 postes à ouvrir pour les passer plutôt aux sales.
parce que a priori c'est plus important peut-être que les sales. Comment tu défends l'importance des gens qui travaillent à la tech chez vous? Alors déjà, si la RH choisissait ça, j'irais discuter avec elle pour bien comprendre ses enjeux. C'est le directeur commercial qui a demandé. Hein. Voilà, après, si c'est un enjeu business et que... C'est pas elle qui l'a dit. Ouais, voilà, donc je chercherai à comprendre la route cause, effectivement, mais admettons que je ne sois pas d'accord avec la décision. Ouais. J'argumenterai plusieurs aspects. D'abord, la R&D aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on le gère chez Datadome, c'est un investissement. C'est pas un enjeu très fortement corrélé au business. Et c'est un investissement pour la partie recherche, la partie vraiment c'est de l'IP aussi qu'on développe en interne. Ouais. Donc il y a cet aspect-là à défendre évidemment. Ensuite, la tech a aussi un impact fort sur le business, notamment sur notre phase de croissance. Si on coupe les investissements de la tech, on va entretenir les produits qu'on a sortis aujourd'hui, on n'en sortira pas des nouveaux. Et dans notre phase de croissance aujourd'hui, en termes de fonctionnel, on veut aussi couvrir de plus en plus de menaces. Donc si on coupe le budget de la tech, on aura moins de menaces, donc on arrivera à être moins agressif sur le marché et peut-être se faire dépasser par un concurrent. À quel endroit le périmètre de la tech s'arrête? Est-ce que les ingénieurs qui sont dans les équipes commerciaux, c'est des techs aussi pour toi? Non. Non, alors on a Solution Engineer, on va dire que là ça commence à être un peu la même famille quand même. Ouais. Ça c'est quand même, du coup le manager de cette équipe-là, il rapporte au directeur commercial ou à la directrice commerciale. Ouais, c'est ça en fait, c'est deux équipes séparées. Ouais. Donc on est une équipe support vraiment qui est détachée. On va dire qu'on est très proche des two-day, on s'aligne beaucoup parce qu'on est très customer-centrique dans l'âme chez Datadome. Donc du coup, on bosse beaucoup avec eux parce qu'on sait que la valeur qu'on livre au quotidien, c'est pour le client. Donc les équipes tech avec lesquelles tu travailles, toi, elles représentent quelle proportion de la société? À peu près la moitié. À peu près la moitié. Ouais. Et dans ces équipes-là, c'est quelle proportion R&D, run, build, dev? Alors, ça dépend. Je ne peux pas te faire une réponse globale parce qu'évidemment, au SRE, il y a une proportion de run qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Donc, je dirais SRE, aujourd'hui, c'est à peu près moite-moite. Côté back, c'est du 70-30, donc 70 build, plutôt 30% run. Parce qu'ils sont impliqués sur la mise en prod de leurs composants. Ils ont des vrais enjeux aussi de scalabilité. Donc ils surveillent la scalabilité de leur stack et ils voient quand il y a des lags, par exemple, sur les data. Côté dashboard, beaucoup plus de build que de run. Ils ont des trains de livraison assez fréquents aussi, mais moins d'enjeux de fiabilité en termes de SLA pour nos clients. Côté intégration, beaucoup plus de run, puisqu'ils font de l'intégration et du support client. Ils bossent très proche aussi du support. Pareil pour la partie data analyst SOC team. Et pour la partie data science, beaucoup plus de build. C'est quasiment 100% de build. Donc sur l'ensemble, le build représente peut-être 30%, quoi. À peu près, si on fait la moyenne, Et dans ce build, j'inclus l'amélioration continue. Dans ce run, j'inclus l'amélioration continue pour se décharger du run au quotidien. Parce qu'on comprend que du coup, un SRE, il fait beaucoup de changements. Ouais. On appelle ça enabler dans la technique. Oui. je comprends qu'effectivement, on considère qu'un SRE ne fasse pas du run à 100%, effectivement. Ça a du sens. Et donc, le run en soi, si on donne 30% au build, le run en soi représente 50 ou 40%, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est quelle dimension? Parce que tout le monde innove. La dimension R&D sur l'ensemble, c'est 20 ou 10 ou 30? Pour la partie innovation? Ouais, c'est ça. Et innovation R&D, ouais. Dans l'ensemble, je dirais 25-30%. Ouais. 25-30%. Ouais. Parce qu'on on fait des choses assez abouties au quotidien et des fois même on crée des choses où tu te rends pas compte forcément de la valeur. En fait, quand tu regardes, tu te dis quelque chose qu'on a développé en interne, on le commercialiserait en standalone, on pourrait déjà créer une boîte. C'est ça. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que tu penses que dans les années à venir, dans les 5 années à venir, il y a un nouveau produit qui va émerger des équipes tech, par exemple? Potentiellement, une nouvelle solution? Potentiellement. Aujourd'hui, on reste sur de la bot protection. Mais potentiellement, avec le moteur d'analyse qu'on a aujourd'hui temps réel, on pourrait le teinter de différentes façons. Ok. C'est être proposition de force dans les équipes tech, elles peuvent être proposition de force même dans la commercialisation. Ah, tout à fait. On est capable de pousser aussi des idées au marketing, aussi, parce qu'on fait partie des personas qui sont ciblés aussi par CTO, manager tech. C'est des gens qui sont ciblés par les prospects. Donc, on peut aussi être force de proposition pour leur proposer un outil ou un démonstrateur technique qui peut servir à attirer un client. Ok, cool. On va re-signer pour 5 ans. C'est ok, pas de souci. Ok, pas de souci. J'ai 2 dernières questions avant qu'on signe. La première, c'est, imaginons, on fait un flashback.
tu te revois toi de l'au-dessus, tu te vois à ton premier jour chez Datadom. Qu'est-ce que tu dis à ce Gilles du premier jour chez Datadom? Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il profite à fond de ces 4 prochaines années, quoi? Alors je lui dirais, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va être quand tu arrives dans les early stage, puis tu as du levier aussi, donc sur une grosse connerie, on aurait pu impacter fortement la boîte, quoi. Ouais. Donc du coup dire chill, ça va bien se passer, la boîte va grossir, il y a une perspective de fou. Mais voilà, c'est vrai qu'au début on est plus dans le jus, quoi. Et prends le temps, quoi. Prends le temps, ouais. Respire, prends le temps. C'est ça, dézoome un peu. Mais je pense que ça m'aurait fait du bien à l'époque d'avoir quelqu'un de plus serein à côté en me disant t'inquiète, je viens dans 4 ans et puis ça va très bien se passer. Ouais. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux gens qui arrivent aujourd'hui ici aussi de aussi prendre le temps de régulièrement de sortir, d'apprécier en fait tout ce qui se passe autour, quoi? Oui, dès le début, en fait, surtout sur les phases d'onboarding, même aujourd'hui, je leur dis tu verras, le temps passe vite. En fait, chez nous, au bout de 3 mois, tu fais quasiment partie des anciens, en fait. Donc, prends le temps dès le début, prends le temps de poser tes questions, prends le temps de set up ton environnement, prends tout ce temps-là au début, parce qu'après, ça va vite. Et même après, plus tard, au bout d'un an ou deux de boîte, souvent, les gens me disent j'ai beaucoup de boulot et c'est vrai que tout va vite. Et je leur dis prends le temps, pose-toi, alloue-toi du temps pour toi. Pour réfléchir, pour se poser, ce que c'est d'appliquer 6 mois au quotidien. Et voilà, donc dire c'est un marathon, on se calme et tout va bien se passer. Du coup, avant de signer, est-ce que toi, il y a des choses que tu attends de l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour que tu sois à l'aise dans les 5 années à venir, quoi? Alors, je dirais garder la bienveillance qu'on a aujourd'hui. On a une bienveillance qui vient historiquement des early stage et c'est ce qui ressort aussi beaucoup au quotidien dans les équipes. Ils adorent cette bienveillance. Les gens ne bossent pas pour eux, ils bossent pour l'entreprise et le groupe. Et on est vraiment bienveillants les uns avec les autres. Ce qui fait qu'il n'y a pas de débat entre la tech et les sales ou entre la tech et le support. On est tous dans la même barque. Et cette bienveillance, je ne veux pas la voir disparaître dans l'entreprise. Donc effectivement, arriver à l'alimenter et à la conserver à mesure qu'on va grossir dans l'entreprise et pas diluer cet esprit à mesure qu'on va grossir. Cette bienveillance, j'ai l'impression, quand tu l'exprimes, quand tu la décris, c'est aussi le fait de ne pas mettre d'ego dans ce qu'on fait. Exactement. Et c'est une des choses qu'on surveille pendant les process de recrutement, notamment la tech, l'humilité. L'humilité. On ne prend pas des gens qui ont le melon. Tu vois, même si c'est des stars techniques, c'est compliqué à gérer. Peut-être dans l'équipe, mais pas plus. Parce qu'après, c'est vraiment compliqué au quotidien et on veut pas gérer ces problèmes-là aujourd'hui, quoi. Donc se focaliser sur, encore une fois, focus de la tech et avancer en fait sans se prendre la tête avec des problèmes humains, quoi. On va finir cet enregistrement. We Love Devs, nous on est un site d'emploi pour que les gens dans la tech soient heureux et heureuses. Ce serait quoi vraiment c'est la fin, tu as un dernier message, un dernier mot à faire passer? Ce serait quoi ton message pour que les gens soient heureux dans la tech? Celui de Gilles de Datadom, ce serait quoi? Dans la tech au général, pas chez Datadom. D'aimer son métier, mais pas s'ennuyer dans son boulot. C'est un des cancers qu'il y a aujourd'hui dans le monde du travail. Donc surtout pas s'ennuyer, aimer se challenger et s'épanouir au boulot, c'est-à-dire aimer la finalité de ce qu'on fait, avoir du sens dans le travail au quotidien et savoir pourquoi on se lève le matin, quoi. Super cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était bien pour toi aussi? Ouais, très bien. C'est sympa. Merci beaucoup. Merci à toi.